BFM Business, Focus Retail, Noémie Vira. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Au sommaire cette semaine, les JO Paris 2024 vont débuter dans moins d'un mois. La flambée des prix hôteliers qu'ils ont déclenché a longtemps été un sujet de discussion. Et là, on apprend qu'il y aura moins de touristes, moins de voyageurs professionnels à Paris. Il semblerait que la perspective des Jeux a détourné une partie des voyageurs de la capitale. Les arrivées aériennes à Paris devraient enregistrer un recul de 15% les 3 premières semaines de juillet. Les taux d'occupation des hôtels sont actuellement bas, 20 points en dessous de la moyenne en général. Alors bien sûr, l'envie de voyager est revenue après la pandémie, mais est-elle restée la même? C'est la question que nous allons nous poser avec nos invités. Jean-Jacques Morin, il est directeur général adjoint du groupe Accor et directeur général de la division Premium, milieu de gamme et économique. Iris Lucidarme, cofondatrice de Neo Gusto, l'agence de voyage culinaire, et Laetitia Gazelle-Antoine, directrice générale d'Altavia Adventures, qui nous accompagne en tant qu'experte. A tout de suite. Focus Retail, la distribution de demain s'invente aujourd'hui. Et j'ai le plaisir d'accueillir à ce micro Jean-Jacques Morin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général adjoint du groupe Accor et directeur général de la division Premium, milieu de gamme et économique. Iris Lucidarme, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondatrice de Neo Gusto, agence de voyage culinaire, et avec nous également Laetitia Gazelle-Antoine. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale d'Altavia Adventures. Alors Jean-Jacques Morin, le 10 juin, Novotel a annoncé un partenariat avec le WWF pour la protection des océans, un accord qui devrait durer 3 ans. Or, Novotel, ce sont plutôt des installations terrestres. Pourquoi ce choix? Alors, c'est une très bonne question. Aujourd'hui, et vraiment après le Covid, un point qui est très marquant, c'est dans les choix du voyageur, l'importance de tout ce qu'on appelle RSE ou ESG en anglais. Et là-dedans, il y a tout ce qui est protection de l'environnement. La marque Novotel, qui existe maintenant depuis plus de 50 ans, elle est marquée par l'équilibre. C'est une marque en fait qui équilibre le voyageur professionnel avec le voyageur de loisirs et on vient dans un Novotel à la fois pour travailler la semaine mais aussi pour y passer le week-end avec ses enfants. Et cette notion d'équilibre, c'est exactement ce que la mer symbolise. Donc entre le fait de travailler sur une cause noble qui est la protection de la Terre et cet équilibre que représente la mer, au passage juste un chiffre, si les océans n'existaient pas, la température sur la Terre, au lieu d'être à 15 ou 16 degrés en moyenne, serait à 50 degrés. La mer nourrit la moitié de la population mondiale. Donc il y a vraiment en fait un équilibre et on trouve que c'est à la fois une belle cause et une belle image qui est celle à laquelle on associe. Et si on veut rentrer dans le concret, vous avez supprimé, je crois, les minibars, aussi supprimer les espèces menacées dans les menus, donc voilà. Il y a plein d'actions qu'on a prises dans le temps et ça va nous en fait, le WWF va nous aider encore plus à penser quel type de poisson, quel type d'action, d'éducation sur les enfants qui viendront dans ces Novotels, quel type de décarbonisation on peut pousser de l'avant. Donc toute une série d'actions qui vont dans le sens d'aider ces sujets RSE. Une question concernant l'actualité. De nombreux chefs d'entreprise, aussi la bourse, émettent leur inquiétude face à l'incertitude politique actuelle. Est-ce que vous pensez que le résultat des élections au soir du 7 juillet peut avoir une influence sur le tourisme ? Alors, sur ces sujets-là, il y a une réponse qui est que je contrôle ce que je peux contrôler. Oui. Je peux vous dire que sur les Jeux Olympiques, on a une occasion unique qui se reproduit à peu près tous les 100 ans, basée sur les données que nous avons. On ne va pas la louper. On va faire tout ce qu'on peut pour ne pas la louper. On va ne rien lâcher. Et on a en fait dans nos hôtels mis en place toute une série d'activités en privilégiant nos clients qui sont nos clients fidèles pour qu'ils puissent rencontrer des Olympiens, des para-Olympiens, mais aussi avoir des moments qui sont des moments uniques en termes d'épreuves. Et puisqu'on parlait de RSE et de ESG, il y a aussi une chose qu'on fait qui est importante dans le cadre de ces Jeux Olympiques, qui est l'inclusion. Et donc tout ce qui est handicap et capacité à pouvoir en fait se déplacer dans nos hôtels, on a fait un gros effort, et vous le voyez, c'est pour ceux qui sont à Paris, sur le Pullman Bercy. On va passer à un sujet un peu plus léger. Qui d'entre vous a déjà choisi sa destination en fonction de la cuisine locale, Laetitia ?
J'ai choisi une destination très récemment, le Mercantour, en fonction de la cuisine locale. Alors Iris, je ne vous pose pas la question. Selon une étude, 39% des Français l'ont déjà fait. Peut-être que quelques-uns sont passés dans votre agence, Neo Gusto, qui est donc une agence de voyage culinaire. Expliquez-nous comment on organise un tel voyage. Alors, on est une agence de voyage sur mesure, spécialiste de la découverte culinaire pendant le voyage. Donc, on s'entoure de partenaires dans chaque destination. Et ce qu'on va faire, comme c'est une agence de voyage sur mesure, on va vraiment personnaliser le voyage, prendre le temps d'échanger avec chaque voyageur. Vous leur posez beaucoup de questions, je crois. Exactement. On leur pose beaucoup de questions. Parfois même, on passe une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure avec chaque voyageur pour comprendre ses attentes, savoir ce qu'il aime faire en voyage et puis lui concocter un voyage vraiment de A à Z, adapté à ses envies. Alors, le budget moyen d'un voyage organisé par Neo Gusto tourne aux alentours de 3 600 € par personne. Quelle est l'importance du budget alloué pour les voyageurs? Est-ce qu'il a augmenté? Alors nous, on est une agence qui a été créée il y a 4 ans. En pleine pandémie. En pleine pandémie. Donc le panier moyen de chaque voyageur est resté plus ou moins le même depuis la création de Neo Gusto. Les 3 500 €, les 3 600 €, ils sont aussi, ça comprend le vol international. Et on a principalement vendu des voyages sur mesure à l'international. Long courrier, donc c'est aussi à relativiser. En Europe, on est à des paniers moyens moins élevés. Moins élevés. Et quelle évolution vous constatez-vous au niveau de l'évolution de la demande? Au niveau de l'évolution de la demande, on a vraiment de la part de nos voyageurs une envie d'authenticité à destination, l'envie d'expériences insolites, et la gastronomie en fait partie, parce que rencontrer les habitants, aller déjeuner chez l'habitant, une visite de marché, aller pêcher avec un habitant au Mexique et cuisiner avec lui sur la plage, c'est plein d'expériences qui permettent d'en apprendre beaucoup sur la destination et sur la culture et les traditions d'un pays. Des expériences uniques, je vous vois hocher de la tête quand on parle d'authenticité. Absolument. Alors, j'ai la responsabilité de la division qui s'appelle Premium Mid-Scale Economic, vous l'avez rappelé, mais je suis aussi directeur général, donc je couvre en fait l'ensemble du business du groupe. Il y a un segment dont on parle beaucoup et dont on parle beaucoup post-Covid qui s'appelle le lifestyle. Et quand je vous entends parler, c'est exactement ce qu'est le lifestyle. Dans un hôtel lifestyle, et les lifestyle, pour parler à tout le monde, c'est des Mama Shelter, c'est des Hoxton, c'est des 25e heure, c'est des SLS, c'est ce type de marque. Plus de 50% du chiffre d'affaires, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon du food and beverage, de la restauration au sens large. Ce qui attire les gens, ce qui retient les gens, c'est l'expérience, et dans cette expérience, la dimension culinaire est vraie. Et puis je peux vous dire, c'est pas que la France, hein. C'est vrai absolument à travers tout le monde. Donc je peux qu'acquiescer ce que vous décriviez. Et effectivement, cette recherche toujours de la personnalisation. Alors en introduction, c'est vrai qu'on a appris que les voyageurs professionnels, les touristes, boudent Paris en ce moment. En règle générale, on retrouve quand même les niveaux de taux d'occupation du monde d'avant, donc avant Covid. Alors le groupe Accor a annoncé un chiffre d'affaires de plus de 5 milliards € en 2023 avec un résultat net de 633 millions d'euros. Vous voyez l'année 2024 comment? Oh là là, vous connaissez bien les chiffres, hein. On voit l'année 2024 très bien. Il y a des épiphénomènes. Ce qui caractérise en fait le groupe Accor, c'est la diversité géographique. On est dans 110 pays et on est dans 110 pays avec à chaque fois des positions prédominantes. On est numéro 1 en Europe, on est numéro 1 en Asie, on est numéro 1 au Middle East, en Afrique, on est numéro 1 en Amérique latine. Donc ça permet, quand quelque chose se passe dans un pays, de pouvoir avoir des offsets. Aujourd'hui, il y a des régions du monde, comme le Moyen-Orient. Il y a des régions du monde comme le Japon, il y a des régions du monde comme l'Asie du Sud-Est qui explosent. Et donc tout ça fait que l'année va bien se passer, avec des plus et des moins, dépendamment des géographies. Et quelle division a le plus le vent en poupe? Est-ce que c'est le lifestyle que vous venez d'évoquer, le luxe, qui comprend des marques comme Raffles ou encore Mama Shelter, ou est-ce que c'est la division premium, milieu de gamme, économique qui là comprend Ibis, Pullman ou Novotel? Est-ce que c'est votre portefeuille? Mon patron est le patron du lifestyle et du luxury, donc je vais donner la vraie réponse, qui est que c'est le lifestyle et le luxury. Non, la réponse sérieuse, c'est ce qui change post-Covid, c'est ce que vous avez décrit, c'est cette envie en fait du voyageur de vivre des moments instagrammables, de vivre des choses qui sont uniques. Alors ça, on peut le faire dans toutes les marques. Il y a des marques dans lesquelles c'est plus facile. Comme voilà, exactement. Le potentiel de croissance de la division lifestyle est énorme. Ouais. Et Accor
ce que l'on ne sait pas, c'est qu'Accor a le plus large portfolio, le plus large portefeuille de marques lifestyle, et ça nous donne un avantage compétitif très important. C'est pour ça que l'année dernière, le chiffre d'affaires était en croissance de 23%, et que cette année, il sera aussi en croissance de façon significative. Alors pour le 4e trimestre 2023, la division premium et gamme et économique, justement, affiche un revenu par chambre disponible en hausse de 12% par rapport à la même période de l'année précédente. Mais le groupe souligne quand même que cette hausse est tirée par les prix et non par l'augmentation du taux d'occupation. Oui. Donc ça veut dire qu'en réalité, le taux d'occupation n'est pas réellement satisfaisant. Alors on n'est pas revenu au taux d'occupation de 2019. Personne dans l'industrie, c'est vrai pour tous les grands acteurs industriels de l'hôtellerie, n'est revenu au taux d'occupation de 2019. Le remplissage des chambres s'est fait de façon différente, avec notamment une recherche d'expérience et des clients qui sont prêts à payer un prix plus important pour acheter cette expérience. Le taux d'occupation va se normaliser dans le temps. Il y a aussi un phénomène ici qui est juste un phénomène de temps avec des propriétés qui sont réouvertes. Je vous parlais de l'Asie. Il faut se rappeler que l'Asie est en décalage dans la façon dont il s'est réouvert par rapport aux États-Unis. Et donc tout ça se fait progressivement. Ça va se normaliser, ça va prendre 18 mois. Donc plutôt positif pour la suite. Iris Lucidarme, les mots d'ordre de votre agence sont saveur, immersion locale. Alors vous avez une lourde responsabilité parce que vous avez entre vos mains les préférences de vos clients, mais aussi leur budget. Alors comment décidez-vous de l'offre que vous allez leur proposer et de ce qui va leur convenir le mieux finalement? C'est justement cette personnalisation dont je parlais tout à l'heure, d'échanger longuement avec eux pour comprendre leurs attentes, et après à destination de s'entourer de partenaires qui nous aident à co-construire. Partenaires locaux aussi. Partenaires locaux, absolument, partenaires locaux à destination, à co-construire ces itinéraires. Et puis après, nous, c'est notre métier, c'est d'aller sourcer des communautés, d'aller sourcer des chefs, d'aller sourcer des petits producteurs avec qui travailler. Parce que les voyageurs peuvent même découvrir la cuisine locale chez l'habitant. Ça, c'est génial. Absolument. C'est le gros des expériences que l'on propose, souvent, c'est chez l'habitant, parce que c'est grâce aux habitants qu'on découvre la vraie gastronomie authentique. Donc, grâce à eux, on fait s'immerger les voyageurs. Merci, on vous retrouve tout de suite. D'abord, on va passer au focus. Et avec vous, Laetitia, cette semaine, on parle de l'Airbnbisation des villes. Pas facile à dire. Est-ce que vous pouvez nous en donner une définition ? Oui, alors c'est un phénomène qui touche les quartiers, les villes, sous l'effet des places de marché Airbnb, Abritel, Booking. Les particuliers mettent à disposition à la location leur appartement. Et quand le phénomène prend beaucoup d'ampleur, que ces appartements sont habités à courte durée, les quartiers se trouvent transformés en zones touristiques. Et justement, qu'est-ce qui vous intéresse, vous, en tant qu'expert du commerce, dans ce phénomène ? Alors, il y a deux choses. Déjà, on transforme les particuliers en commerçants. Ils marketent leur appartement, ils en font le prix, ils gèrent tout le processus. L'autre chose que je trouve très intéressante, c'est le pouvoir de transformation de ces places de marché, qui en quelques années, quelques dizaines d'années, ont pris un poids incroyable dans le monde de l'hôtellerie, et tout ça sans posséder une seule chambre d'hôtel. Pourquoi ces modèles de places de marché sont si performants, selon vous ? Alors, je pense qu'il y a trois facteurs. Le premier, c'est que les coûts fixes voilà, sont très faibles pour la plateforme. Les particuliers prennent quasiment tous les risques. Et ensuite, c'est cet effet réseau où toute l'offre se concentre sur ces plateformes et qui crée en fait une situation de monopole chez ces acteurs. Ouais, bon. Par contre, le moins, c'est qu'on voit souvent les riverains qui se plaignent de ce phénomène. Se plaignent, effectivement, où les habitants des villes sont plus ont autour d'eux des locataires courte durée. Ça perd l'âme de la ville. Et donc là, quand on arrive à un point extrême, des villes comme la ville de New York légifèrent au point d'interdire quasiment la possibilité de faire du Airbnb dans les habitations. Ouais. Et donc là, le politique prend la main. Et je voulais vous faire réagir là-dessus, Jean-Jacques Morin. J'ai vu dans divers journaux qu'une dizaine d'hôteliers indépendants attaquaient Airbnb en justice. Est-ce que pour votre division, Airbnb, c'est un réel concurrent ou c'est plutôt une offre complémentaire ? Il y a un point de recouvrement entre ce que fait Airbnb et ce que font les hôteliers. Bien évidemment qu'il y a un point de recouvrement.
ce point de recouvrement, il est en fait relativement modeste. C'est-à-dire que des gens qui vont chez Airbnb iront aussi dans des chaînes d'hôtels, mais sur des périodes qui sont plutôt des périodes de convention, des périodes de vacances. Ils iront dans ces lieux en groupe, donc pas une seule personne en voyage professionnel, mais plutôt un groupe d'amis. Ils iront plutôt le week-end. Ils regarderont des aspects de coût et aussi ils seront moins attachés à tout ce qui est service. Quand vous êtes dans un hôtel, il y a toujours quelqu'un qui peut vous aider pour le Wi-Fi, pour le petit déjeuner, et donc pour les assurances, pouvoir changer. Et donc il y a un recouvrement que je qualifierais, que je quantifierais à 5 à 10% de notre business volume. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même une recherche de rajeunissement, de remodélisation chez vous, au sein du groupe Accor, qui s'inspire de toutes ces auberges de jeunesse, nouvelle génération, aussi de Airbnb? Je crois que c'est plus vaste en fait qu'Airbnb. Ouais. Enfin, Airbnb a certainement contribué plus, je dirais, à la notion de plateforming, qui est une notion qu'on trouve dans plein de business models, dans plein d'industries. La lifestyleisation, je pense qu'elle vient bien plus de la réalisation par les jeunes populations, donc les gens qui aujourd'hui sont étudiants et qui sont les millénials, tout ça, qui regardent en fait leurs moyens disponibles et qui se disent comment est-ce que je vais allouer ces moyens au regard de ce que j'ai vu les générations précédentes faire. Et on parlait tout à l'heure des prix dans les hôtels. Une partie de ce qui se passe, c'est une réallocation du capital disponible à chacune des personnes sur cette terre vers des expériences par rapport à des biens que l'on possède. On achetait avant une voiture, maintenant on la loue. On ne partait pas nécessairement dans un hôtel pour y avoir une expérience de spa, on le fait aujourd'hui. Justement, vous parlez d'expérience. Alors le groupe Accor possède le portefeuille de marques le plus large de l'industrie. Alors du luxe à l'économie, ce sont plus de 5600 hôtels dans le monde, dont 5100 environ dans votre division. Alors on l'a entendu à l'instant avec Iris Lucidarme, les consommateurs recherchent plus de personnalisation. Proposer un bon lit aujourd'hui ne suffit plus pour ces clients qui attendent des expériences uniques, et cela à tous les niveaux de gamme. Oui. J'ai lu un terme chez Accor qui s'appelle le bléjure. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer? Oh, le bléjure, ouais, c'est du franglais, donc spécialiste du franglais. C'est business and leisure. Un des phénomènes qui a marqué en fait la façon dont les gens voyagent post-Covid, c'est la réalisation que ça pouvait s'arrêter. Et donc aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est que des personnes qui partent en voyage à New York se disent je suis à New York, c'est un peu dommage d'y rester juste pour 48 heures. Je vais y rester le week-end. Et d'ailleurs, mon épouse ou mes amis me rejoindront. Et donc, on mélange comme ça un business qui est un business purement professionnel, aller pour 48 heures dans une réunion à New York, avec un voyage qui est un voyage d'agrément dans lequel en fait on fait venir. Et donc c'est business and leisure. Et c'est une des raisons aussi pour lesquelles l'année dernière, 2023, a été extraordinaire pour Accor, mais aussi extraordinaire pour toute l'industrie. Parce que finalement, tous les voyages de business qui se sont arrêtés pour des raisons de RSE, pour des raisons de ESG, pour des raisons de contrôle de coûts, pour des raisons simplement de productivité, ont été remplacés par des voyages qui sont plus longs et d'une autre nature. Donc la différence entre business et leisure est en train de s'estomper. Et justement, c'est quoi votre mix clientèle aujourd'hui entre affaires et touristique? Alors, historiquement, c'est 60-40, 60% business, 40% leisure. Je dirais qu'aujourd'hui, on est plutôt à 50-50. Aujourd'hui, ça se vaut. En quoi ça représente un défi pour Accor, cette répartition? C'est un défi, parce que je parlais tout à l'heure de Novotel. Et Novotel, je vous disais que c'est une marque qui est une marque équilibrée. Tous les hôtels ne sont pas en fait à avoir ce qu'il faut comme équipement pour recevoir des enfants. Je prends cet exemple-là, des familles, des jeunes enfants. Et donc en fait, il faut s'assurer que quand le voyageur viendra, il trouvera en fait dans l'hôtel ce qui lui va bien pour à la fois faire une visio, le bon Wi-Fi, la bonne salle de conférence, mais aussi la salle de gym qui va bien, le restaurant pour les enfants qui soit sympathique et un accueil, un service dont on est responsable. Et quelle est la personnalisation la plus importante pour vos invités? On parle d'Ibis qui fête ses 50 ans cette année, Ibis Styles qui propose des peintures murales très différentes selon les destinations. Ouais, alors ça c'est une très bonne question. Je vais vous dire, il n'y a pas une réponse à cette question. Ce qui est surprenant, et c'est peut-être l'expérience que vous avez, c'est que dans tous les hôtels, le plus important, c'est la personnalité en fait des équipes. C'est ces équipes-là qui font la personnalisation. Vous savez, l'expérience, quand on dit l'expérience dans un hôtel, ce dont les gens se remémorent, se mémorent. Donc tout repose sur le management, finalement. Tout repose sur le management, tout repose aussi sur la formation du personnel et le fait que c'est des petits détails qui changent votre vie. Vous aviez un problème, quelqu'un est venu vous aider, il a résolu votre problème, vous étiez dans un Ibis économique, et bien vous avez un meilleur souvenir que d'avoir été dans d'autres chaînes beaucoup plus
sophistiqué et où le service n'aura peut-être pas été au niveau. Alors moi je reviens sur, on parlait de plateformisation. Oui. Vous avez lancé, enfin Accor a lancé il y a quelques années une plateforme Astor qui permet donc aux hôteliers d'acheter tout ce dont ils ont besoin, de la savonnette. C'est très large. Est-ce que vous pouvez nous donner des indications sur l'impact que ça peut avoir, soit sur la croissance du business, soit sur la transformation du groupe ? Alors, c'est une très bonne question. D'abord, vous êtes très bien renseigné, bravo. C'est un vrai avantage compétitif dont on ne parle pas toujours et qui est ce que l'on fait pour aider en fait les propriétaires d'hôtels à acheter à bon prix. Et donc, c'est rien d'autre qu'une sorte d'Amazon pour l'hôtellerie, si vous voulez. Donc, vous avez des référencements qui sont faits de produits, donc on teste, et ensuite, les propriétaires d'hôtels peuvent acheter sur cette plateforme ces produits, avec évidemment un prix que nous, on aura négocié pour eux. Donc, pour le propriétaire, c'est fabuleux, parce qu'il trouve ce dont il a besoin et il l'a à un meilleur prix. Pour nous, c'est fabuleux, parce que c'est une façon aussi de donner un service que le propriétaire sait reconnaître, et ça a notamment été très, très différenciant pendant le Covid, parce que pendant le Covid, en fait, toutes les façons dont acheter ont changé. On n'achetait plus au même endroit, on n'achetait plus les mêmes quantités, on n'achetait plus au même moment, et ce genre de plateforme nous a permis en fait de répondre à cette demande. Donc cette plateforme est un vrai avantage compétitif pour le groupe Accor, et d'ailleurs on l'étend à plus que le groupe Accor. Iris Sussidarme, qui fait appel aujourd'hui à vos services pour Neo Gusto ? Quelle est la typologie de clientèle ? Alors, on est sur des clients qui aiment manger, de manière générale, des épicuriens, des voyageurs qui sont curieux de découvrir ce qui se fait ailleurs en termes de gastronomie, des voyageurs qui veulent sortir aussi des sentiers battus, ne pas se retrouver sur la même plage que tout le monde, aller vraiment dans des zones moins fréquentées, en tout cas, c'est ce qu'on essaie de mettre en avant et de construire des itinéraires dans ces zones moins fréquentées. Et justement, quelles sont les destinations les plus demandées ? Est-ce que ce sont des contrées lointaines, européennes ? Alors, on est pour l'instant implanté dans 17 destinations. Les destinations qui plaisent le plus, en tout cas en ce moment, c'est le Mexique, le Pérou, qui a une cuisine délicieuse, vraiment excellente. En Tanzanie et à Zanzibar, l'île aux épices. Le Vietnam et la Thaïlande aussi plaisent beaucoup. Vous semblez connaître la cuisine du Pérou, Jean-Jacques Morin. Écoutez, moi, j'adore le mélange entre cuisine péruvienne et cuisine japonaise. Ils ont des trucs qui sont absolument extraordinaires. Ça vous tente, ce concept d'agence de voyage culinaire ? Qu'est-ce que vous en pensez ? On a des activités autour de ce que vous proposez, et je pense qu'on se parlera après l'émission. Pourquoi avoir choisi justement de créer cette agence ? J'imagine que vous êtes très gourmande avec votre collègue. Oui, tout à fait. Avec mon associé, on est dans le tourisme depuis 10 ans. On est toutes les deux passionnées de gastronomie, mais vraiment, ça c'était à titre personnel. Et au fur et à mesure de nos années dans le tourisme, on s'est rendu compte que les voyageurs étaient en demande de ce type d'expérience, parce que les voyageurs qu'on avait déjà fait voyager dans nos précédentes expériences étaient en demande de ça. Et c'est surtout aussi pour développer un tourisme peut-être plus responsable, durable. C'est ça l'objectif ? C'est vous fixé à moyen terme ? Tout à fait. On a fondé Neo Gusto sur 3 piliers. Évidemment, la découverte et la valorisation de la gastronomie locale de chaque destination, la rencontre chez l'habitant, le contact humain, et tendre vers un tourisme plus responsable, plus durable. Donc ça passe par plein de choses. On a le choix de nos partenaires qui est très important en destination. C'est aussi sensibiliser les voyageurs au moment de la construction de l'itinéraire au tourisme plus lent, plus respectueux. Et on tend vers ça, voilà. C'est important pour tout ce qui est RSE. On parlait tout à l'heure de RSE. Ouais. La façon dont on consomme est très importante. Donc Astor est une des réponses. On achète des produits qui sont des produits éco-responsables. La façon dont on dans un hôtel, achète ce dont on a besoin pour faire la cuisine, en essayant de privilégier des offres locales et des offres de saison, est aussi très très important pour combattre ce qu'on appelle le food waste, c'est-à-dire cette gabegie qui existe malheureusement dans beaucoup d'industries de dépenses en fait inutiles de biens consommables. Bien sûr, et c'est l'objectif de ces prochaines années pour le secteur de l'hôtellerie. On va passer aux chiffres de la semaine. Et cette semaine, Laetitia, on parle du budget vacances. 12%. C'est en augmentation ? C'est l'augmentation des budgets vacances entre 2023 Bonne nouvelle, donc. Et 2024 des Français.
Et quel budget moyen pour ceux qui partent? 1 697 €. Et ça, c'est un budget qu'on n'a pas vu depuis 12 ans. Et dans ces temps de tension pour les budgets, est-ce que c'est pas un chiffre un peu paradoxal finalement? Bon, c'est une moyenne. C'est une moyenne. Donc en fait, il y a quand même 42% des gens qui ne partent pas en vacances, donc un budget zéro. Et les 58% qui restent, il y en a 22% seulement qui partent pour 3 semaines. Donc ça veut dire que les gens ont quand même rogné sur la longueur des vacances. Ouais. Et comment on explique ce chiffre? Alors, il y a sans doute beaucoup de facteurs. Je pense qu'il y en a un qui est le principal, c'est l'inflation, qui a donc joué sur les coûts transport, hébergement, etc. Mais aussi, on peut penser aux Jeux Olympiques, où les gens partent des villes, ou à la météo, qui donne envie aux gens de partir également, ou peut-être une accumulation de budget qui date du Covid et où les gens ont un peu plus d'argent à mettre dans leurs vacances. Une réaction? On a appelé ça dans le monde anglo-saxon sur les 18 derniers mois revenge travel. Ouais. La volonté de prendre une revanche sur la vie. Et ce phénomène n'est pas prêt de s'arrêter parce que je pense que maintenant il est profondément ancré dans la façon de penser des générations et notamment des jeunes générations. Et c'est vrai qu'on parle des JO. Le groupe Accor est le premier opérateur hôtelier à superviser l'hébergement des athlètes et des médias dans leurs villages respectifs. En quelques secondes pour terminer, qu'est-ce que ça veut dire? C'est des gros chiffres. On parle de 14 000 athlètes. Qui vont être hébergés par le groupe Accor. Alors c'est quelque chose qu'on sait faire. On l'a fait pour Rio, on l'a fait pour la Coupe du Monde de Doha, mais c'est quelque chose qu'on est très fiers de faire. Parce que au final, ces Jeux Olympiques, qu'est-ce que c'est? C'est une vitrine parfaite pour la France, c'est une vitrine parfaite pour Accor, pour démontrer notre savoir-faire, pour démontrer quelque chose qui nous distingue, qui est cette hôtellerie à la française. Et donc c'est dans ce sens-là que je vous dis, on ne va rien lâcher. On a hâte d'y être. Merci à tous les trois d'être venus pour animer cette émission avec moi. Et c'est vrai que les vacances approchent. Nous cherchons tous en ce moment des destinations pour quelques jours de repos. Les plateformes de réservation, les comparateurs doivent être fortement sollicités en ce moment. En ce qui nous concerne, on va rester dans cette ambiance estivale pour les 2 dernières émissions de la saison. Je vous retrouve donc la semaine prochaine, même heure, même endroit. À très vite.